Je reçois donc l'honorable Gérard Benonchi, député à l'Assemblée nationale. Il est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons parcourir donc ensemble l'actualité au plan national. Bonjour, honorable. Bonjour, Ricardo. Merci d'accepter mon invitation pour parcourir avec moi et avec les téléspectateurs l'actualité au plan national. Honorable, nous sommes, comme je le disais à l'instant, à quelques jours de la fin de l'année et je nous propose donc de faire un bilan de cette année 2021, notamment sur le plan politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2021 a été notamment marquée par l'élection présidentielle avec plusieurs duos qui étaient en compétition. Quelle lecture faites-vous du déroulement de cette élection-là? Merci beaucoup, Ricardo. Je profite de votre canal pour saluer les Béninoises et Béninois qui sont déjà sur pied et qui nous suivent à l'instant. Alors, quelle analyse pouvons-nous faire des élections présidentielles de cette année de 2021? Ce que je peux dire, si on doit revenir là-dessus, il faut dire premièrement que vous savez que ces élections présidentielles ont eu lieu suite à la réforme du système partisan. C'est la première élection présidentielle qu'on a eu à faire après la réforme du système partisan, la relecture du code électoral. Ça veut dire ça a été une élection présidentielle test. Et cette relecture a apporté beaucoup d'innovations dont vous avez évoqué tout à l'heure les duos. On n'avait jamais été aux élections par le passé avec des duos, mais c'est pour la première fois qu'on a expérimenté cela parce que notre droit positif actuel l'a voulu ainsi. L'Assemblée nationale a voté cette loi. Ça a été donc promulgué par le président de la République et nous l'avons expérimenté. Vous savez, nous avons eu pendant ces élections à l'arrivée 3 duos qui ont été qualifiés. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas eu des intentions. Beaucoup d'intentions s'étaient manifestées. Vous savez que l'objectif de la réforme du système partisan, c'était quand même d'aboutir à éliminer, comme je peux le dire, les candidatures fantaisistes. Vous savez que par le passé, on allait jusqu'à 33 candidats pour l'élection présidentielle au Bénin. Mais cette fois-ci, malgré les intentions, les conditions du code électoral n'ont pas permis que beaucoup de duos soient qualifiés. 3 ont été qualifiés et c'est ça l'objectif. Et nous sommes allés aux élections et puis le meilleur duo l'a remporté donc au premier tour, Patrice Talon Talata, comme on l'a dit. Alors, ce n'est pas sans casser des œufs, puisqu'on a voulu faire des omelettes. On ne peut pas dire qu'on a réussi ces omelettes sans casser des œufs. Absolument. Nous avons vu que ceux qui ont été recalés n'ont pas baissé les armes, n'ont pas compris que c'est la dictature des tests, ont cru qu'on les a écartés sciemment. C'est l'homme, c'est l'humain qui raisonne comme ça, c'est le ressenti de l'humain. Et pour la première fois, vous allez voir que la République a été sérieusement mise à mal. Vous n'avez pas oublié tout ce qui s'est passé avant ces élections, comment est-ce que les routes ont été barricadées avec plusieurs camions titans des troncs d'arbres pour empêcher que le matériel électoral soit déployé. Bien sûr. Mais nous devons donc une fois encore dire merci au gouvernement qui a tout fait pour que ces intentions n'aient pas raison donc du processus électoral. Le matériel a été déployé, l'élection a eu lieu. Mais vous avez vu qu'il y a eu des attentats, c'est-à-dire on a essayé donc de tirer sur les forces de l'ordre. Les soi-disant chasseurs ont été armés pour tirer sur les forces de l'ordre. C'est des choses qui ne s'étaient jamais produites. On a dit chez nous, ça a commencé à se répéter, mais pour cette fois-ci, ça a augmenté en intensité. C'est pour cela que suite à cela, vous avez vu, la République a été ferme. Les institutions de la République ont fonctionné. Il y a eu des arrestations massivement, mais oui, je peux le dire, mais beaucoup ont été libérés.
à qui on n'a pas grand-chose à reprocher, ont été libérés, mais ceux à qui on a des choses sérieuses à reprocher, ceux contre qui la justice a eu des preuves, leur procès continue. Certains ont été jugés, vous avez été... Absolument, récemment. Certains ont été jugés récemment, dont ils condamnés. Pour d'autres, leur procès suit encore. Donc voilà, donc je peux dire que difficilement, mais nous y sommes parvenus quand même. Et c'est ce que nous voulons. On ne peut pas espérer autre chose que ces premières élections se passent sans accroc. Donc ça s'est passé. Moi, je peux dire que c'est une réussite. C'est une réussite parce qu'on a pu limiter les casses. Je suis sûr que pour d'autres élections à venir, nous n'assisterons plus à des scènes de telle ampleur. Et petitement, cela va s'ancrer donc dans la conscience collective que nous nous conformions désormais aux nouveaux tests que nous nous sommes donnés. Est-ce à dire, honorable Gérard Guenotti, que pour vous, la réforme du système partisan était un succès? Pour moi, mais oui, je peux dire que c'est un succès si, après cette réforme, nous n'avions pas pu faire les élections, que les institutions de la République ont été bloquées à cause de la réforme, on pourra dire qu'il y a eu échec. Mais il n'y a pas eu échec parce que nous avons fini les réformes et la République a continué de fonctionner. Les institutions de la République ont fonctionné normalement. Nous avons fait une élection. On aurait souhaité, ce que les gens disent, l'alternance, n'est pas forcément que quelqu'un d'autre vienne, étant donné que celui qui est là avait la possibilité de se représenter encore. Il s'est représenté. C'est légal tout ça. Ou d'autres élections. On va espérer que pour voir si l'alternance souhaitée se fera et nous dirons que notre réforme du système partisan se perfectionne. Ça va se perfectionner. Mais dès le début, avec ce premier test, on peut dire que c'est une réussite parce qu'on a fait les élections et puis on a pu se doter donc d'un président de la République. Il n'y a pas eu vide constitutionnel, vide institutionnel. Donc la République continue et moi je peux dire que c'est une réussite. Toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. Donc sans blocage, je peux dire que c'est une réussite. S'en est suivi alors, honorable Gérard Guenotti, la prestation de serment du président Patrice Talon et ensuite la mise en place de son tout premier gouvernement du deuxième quinquennat. Comment expliquez-vous, pour vous, l'acteur politique, que la plupart des ministres soient revenus aux côtés de Patrice Talon? Oui, je pense que ça avait fait beaucoup jaser, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous savez qu'effectivement, à chaque fois qu'on fait des élections, les gens s'attendent à ce qu'il y ait eu renouvellement, du gouvernement, que pour que ceux qui étaient à la touche jusque-là, que certains puissent venir s'essayer encore ou se remettre au service de la République. C'est cela, que les partis politiques qui ont mouillé le maillot, que les militants qui ont mouillé le maillot, qui ont cru qu'ils sont méritants, puissent s'essayer, qui attendent à être promus à ces postes ministériels, puissent donc être promus. C'est cela qui est l'habitude. Mais cette fois-ci, vous savez, le chef de l'État, nous, en tout cas, nous a expliqué longtemps avant de former ce gouvernement. Juste au lendemain des élections, le chef de l'État nous avait réunis et nous étions informés. Il nous a dit qu'il n'a pas l'intention de changer de gouvernement de façon fondamentale parce qu'il pense que l'équipe qui est là a pris du temps pour avoir la main, pour avoir la maîtrise des dossiers. Et il ne veut plus perdre du temps. Vous savez qu'au premier quinquennat, on a fait le reproche que le PAG 1 a tardé à démarrer. Qu'on a fait 2 ans, près de 3 ans, et rien ne profilait à l'horizon. Mais par la suite, comme la machine a été huilée, vous savez, en 2 ans, vous avez vu beaucoup de choses ont été faites, et l'équipe qui est là est dans la dynamique et maîtrise les dossiers. Le chef de l'État a dit, je n'ai pas l'intention de faire un gouvernement politique pour contenter des gens qui vont venir commencer à s'essayer encore pour qu'on perde du temps. Les urgences sont telles, les attentes sont telles que nous n'avons pas le droit de perdre encore du temps. Donc, je préfère continuer avec l'équipe qui est là, qui est déjà au fait donc, de la dynamique pour qu'on ne perde pas une seule seconde afin donc d'adresser donc tous les problèmes qui sont énormes. Nous l'avons compris, il nous avait dit qu'il ne fera que quelques aménagements techniques.
Et c'est ce qui a été fait. Alors nos militants, eux, ne savaient pas, ils étaient dans l'attente légitime que X ou Y accèdent à un poste ministériel pour que des gens qui sont liés à cela puissent aussi être promis. C'est une chaîne souvent, c'est de leur droit. Mais entre satisfaire des appétits individuels et miser sur la performance collective au profit de tous, le choix est vite fait. Le chef de l'État a choisi la continuité qui est donc le choix de la performance collective au service de tous. Et entre-temps, il y a eu la suppression d'un ministère, un ministère de taille, le ministère de la Communication. Oui, votre ministère. Absolument. Oui, le chef de l'État, dans le temps, a eu à l'expliquer. Et le porte-parole du gouvernement, votre confrère, Wilfried Léandre Goumbedji, l'a expliqué les raisons qui ont conduit donc à supprimer ce ministère. On ne va pas revenir là-dessus. Si on supprime un ministère, que les attributions de ce ministère ont pu être donc confiées à d'autres institutions, à d'autres ministères. Donc, il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Je pense que vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas pris en compte que l'ORTB ne sait pas où il est logé. Donc, toutes les institutions qui étaient sous le ministère supprimé sont logées et tout fonctionne normalement. Donc, je pense qu'on ne doit pas donc polémiquer là-dessus, revenir là-dessus. Ce n'est pas très pertinent. Absolument. Honorable Gérard Gouenoti, un événement politique de taille qui aura marqué l'année 2021, c'est la rencontre entre l'ancien président, Boni Yayi, et le tout nouveau, celui-là, qui est là depuis quelques années déjà, le président Patrice Talon. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette rencontre majeure a quelque peu changé le paysage politique de notre pays ou pacifié le paysage politique de notre pays? D'une manière ou d'une autre, oui. Je pense que vous savez que l'ancien président Yayi Boni était dans une posture et même était affilié donc à un parti politique, qui était donc président d'honneur d'un parti politique. Absolument. Et bon, était dans l'action politique. Et vous ne pouvez pas me dire qu'il était en odeur de sainteté avec le président en exercice, le président Patrice Talon, pas du tout. À chaque fois, il y avait des sorties. Et lorsqu'il y a des sorties, vous-même savez tout ce qui s'en suivait. Donc ça secouait un peu le terrain, ça faisait bouger le terrain, pas forcément dans le bon sens. Après les élections, vous savez donc tout ce qui s'est passé. Et puis quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous écoutez tout ce qui se dit avec du venin. Du venin, la parole est devenue du venin. Je pense que cette rencontre était souhaitée. C'était souhaité, c'est nécessaire, c'est utile que des gens qui ont eu à accéder à ce poste de responsabilité président de la République, qui sont donc des icônes de la République, que à chaque fois ils puissent avoir rencontre entre eux et celui qui occupe actuellement le fauteuil, pour quand même donner dans l'opinion qu'il y a la paix. Je pense que ce premier pas franchi, cette première rencontre qui a été faite, a nourri des espoirs. Au moins, quand il y a des espoirs, il y a certains qui mettent sous boisseau leur ardeur, leur velléité. Donc, est-ce que la suite nous donne raison que cette rencontre devait avoir lieu? Je pense que oui. Le président Boni Yayi, quand il allait chez le chef de l'État, Patrice Talon, a fait des demandes, a demandé que des prisonniers soient libérés. Mais je pense que ça a été suivi d'actes, puisque j'ai vu que des prisonniers, beaucoup qui n'ont pas grand-chose, à qui on ne reprochait pas grand-chose, qui sont des menus frétins, je pense que beaucoup ont été élargis. Donc, c'est suivi d'actes. Et puis, nous ne voyons pas tout ce qui se fait dans l'ombre. Les deux chefs de l'État avaient dit que cette seule rencontre ne suffirait pas à tout régler, qu'ils continueront de se voir, ils continueront de se parler, et je suis certain qu'ils continuent de se parler, et que des choses donc se font dans l'ombre. Et moi je pense que cette rencontre a permis
de diminuer un tant soit peu, d'abaisser un tant soit peu le thermomètre. Et c'est à souhaiter que cela se multiplie pour pacifier, apaiser définitivement le terrain. Et je pense que depuis cette rencontre, je n'ai pas vu une seule fois l'ancien président de la République, Boni Yayi, faire encore une sortie comme il en a l'habitude. Ça veut dire que cette rencontre a inauguré une autre ère, l'ère de la paix. L'ère de la paix, dites-vous, mais en même temps, vous avez commencé par l'évoquer, cette demande faite par l'ancien président Boni Yayi au président Patrice Talon à l'occasion de cette rencontre, notamment la libération de certaines personnes qui ont des choses à se reprocher et tout. Il avait également appelé certains noms. Il avait explicitement parlé, par exemple, de Joël Aïvo ou de Ricky Amadougou. Mais malheureusement, ces deux personnes, il y a quelques jours, ont été condamnés à des peines très lourdes. Vous mesurez un peu l'impact de cela sur le paysage politique? Oui. C'est quand même assez lourd, 10 ans, 20 ans. Une chose est de demander. Une autre chose, c'est que celui à qui l'on demande ait la possibilité, la capacité de faire quelque chose. Et si je vous demande des choses, vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez. On dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Alors le chef de l'État a-t-il la possibilité d'accéder à toutes les demandes de l'ancien chef de l'État? Non, je dis non. Bon, il avait demandé, l'ancien chef Boni Yayi avait demandé au chef de l'État à l'époque à citer des noms que vous le dites. Mais vous savez que nous sommes dans un état de droit. Et le chef de l'État ne peut se lever de lui-même et faire libérer des gens qui sont sous main de justice sans que la justice elle-même ne conduise des dossiers jusqu'à un niveau et dise que ces dossiers sont mûrs. Et je peux, à ce stade, libérer certains, je n'ai plus grand-chose à leur reprocher. Ce que le chef de l'État peut faire, c'est, à travers la chancellerie, le ministère de la Justice, d'aider donc la justice à aller plus vite, à mettre les moyens à leur disposition pour qu'elles puissent accélérer donc le traitement des dossiers. Je pense que ça a été fait. C'est pour cela que des dossiers ont été rapidement traités, ont mûri, et on a pu rapidement donc libérer certains à qui on ne reprochait pas grand-chose. Mais ceux qui sont coupables, j'allais dire, ceux contre qui la justice a des preuves irréfutables, vous ne pouvez pas demander au chef de l'État de demander que la justice les libère, non. La justice ira jusqu'à son terme. C'est ça la condamnation. Après la condamnation, je pense que le chef de l'État a une carte à jouer maintenant. Et tout le monde le demande. On parle de la grâce présidentielle. Il n'y a que ça. Cette arme qui soit entre les mains du chef de l'État, encore que, il faut que les conditions donc soient remplies pour que cette grâce présidentielle s'octroie. Il faut que des gens fassent des initiatives, parce que c'est à l'initiative de ceux qui ont besoin de la grâce présidentielle, c'est à eux de faire l'initiative, de prendre l'initiative, de faire la demande à travers le procureur de l'institution judiciaire qui a prononcé la sentence contre eux. Et le procureur portera cette demande vers le garde des Sceaux, qui déposera cela devant le chef de l'État, qui l'étudiera, et s'il est d'accord, il signera donc le décret de grâce présidentielle. Donc c'est un processus. Donc si les gens veulent la grâce présidentielle, ils feront les pas. C'est quand ils auront fait les pas que le dossier, le procureur spécial en aurait jugé de la pertinence, de la recevabilité, aurait apprêté le dossier, l'aurait transmis au garde des Sceaux, que ça se soit allé vers le chef de l'État. Si c'est à ce niveau que le chef de l'État refuse, on peut lui faire un procès. Mais à l'étape, il n'en est rien. Il ne peut pas se lever de lui-même dire j'ai gracié. Donc c'est comme ça. D'accord, c'est très bien compris. En attendant peut-être de voir le déroulement de tout ce dossier qui peut-être n'a pas encore livré, comme on le dit souvent par ici, ces derniers secrets. Intéressons-nous, honorable Gérard Benoîti, à cette loi sur la décentralisation que vous avez d'ailleurs votée à l'Assemblée nationale. C'était également l'un des grands événements de 2021, véritable évolution peut-être,
Mais quel serait l'impact, puisque tout change maintenant dans nos communes, quel sera l'impact sur le développement de nos communes? L'impact sur le développement sera perceptible. Vous savez que pourquoi on est allé là? Vous savez que ce qui se passait dans nos communes, vous avez suivi donc en miniature ces signaux lorsque le chef de l'État présentait le projet à l'ensemble des maires au palais des congrès. Vous avez vu un maire dire au chef de l'État, retournez-nous notre budget. Vous avez entendu ça? Bien sûr. Notre budget. Et le chef de l'État a dit, cette seule réaction justifie la pertinence de la réforme et devrait aller. Il a dit, le budget de la commune n'est pas votre budget. C'est le budget du peuple. C'est l'argent du contribuable. Et ce n'est pas votre budget. Vous êtes une politique qui a été élue pour aider à gérer ce budget, pas votre budget. Donc, il y avait une confusion avant entre l'argent du contribuable et l'argent du politique à ce niveau. Donc, ceux qui sont élus à ce niveau de responsabilité pensaient qu'ils pouvaient tout. Et il y avait des pratiques qu'on ne peut pas décrire ici. Ce qui se passait, c'est un partage de gâteaux qui se faisait au niveau des communes où les conseillers élus, ensemble avec le maire, se partagent les marchés publics. C'est un secret de polichinelle. C'est comme ça se passait. Alors, la réforme vise à mettre un terme à cela pour qu'on sépare les fonctions politiques des fonctions techniques. Que le politique sache qu'il est là pour donner des orientations. Parce que connaissant les besoins des populations, donne des orientations pour que le technique soit dans son rôle de l'exécution, de mise en œuvre, pour qu'on ne mélange plus, pour que ça préserve même, ça va permettre de préserver le personnel politique. Sinon, vous voyez comment est-ce que des maires vont en prison, des anciens maires vont en prison. Ce n'est pas bien. Ça décapite le personnel politique. Alors, pour qu'on ne continue pas sur cette lancée, moi je pense que c'est pour cela que la réforme est bienvenue, pour que le personnel politique soit préservé, se cantonne dans son rôle de politique, d'orientation, et que le technique, qui sera donc les secrétaires exécutifs, puissent donc soit à l'exécution donc du budget de la commune pour que chacun reste dans son couloir. On a encore quelques petites minutes, honorable Gérard Benoîti, pour décrypter les faits marquants donc de 2021. L'une des grandes ou grosses promesses faites par le gouvernement du président Patrice Talon, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, en passant notamment par le social. Mais les populations, pour la plupart, ont estimé que le panier de la ménagère est resté vide jusqu'à présent et que les promesses n'ont réellement pas été constatées sur le terrain. 2022 reste pour le gouvernement une année charnière. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les populations doivent espérer mieux pour la prochaine année? Et pourquoi pas? Moi, je pense que d'abord, si les populations disent que le panier de la ménagère n'est pas amélioré, bon, c'est pas tout à fait exact. Pour le financier que vous êtes d'ailleurs. C'est pas tout à fait exact parce que l'homme ne pourra dire oui, ça va, que lorsque tous ses besoins sont assouvis, qu'il y a de la réserve. Mais tant qu'il reste un besoin, l'homme dira toujours ça ne va pas. Mais je pense qu'on n'est pas resté au statu quo. Ça commence un peu à venir avec tous les milliards qui sont injectés. Le programme, le PAG numéro 1, tous les milliards qui sont injectés, tous les projets à impact social qui sont faits, tous les grands chantiers qui sont conduits, qui emploient des ouvriers, tous les ouvriers qui ont été recrutés, qui travaillent, mais ils touchent de la main-d'œuvre. Et quand ils touchent cette main-d'œuvre, ça va où? Dans leur poche. Dans leur poche, c'est le panier de la ménagère. Arrivés à la maison, ils nourrissent leurs femmes, ils nourrissent leurs enfants, ils scolarisent leurs enfants. Donc ça impacte quelque part, ça a impacté. Mais l'homme espère plus. Lorsqu'on espère plus, on dit tant qu'on espère encore, on dit ce n'est pas bon. Alors au PAG2, vous avez vu tout ce qui est prévu, 12 000 milliards avec près de 3 700 milliards pour le social, 32%, qui sera donc orienté vers le social spécifiquement. C'est énorme. C'est énorme. Mis à part que tout le reste, c'est des infrastructures
de tous les sens, qui aussi sont de façon indirecte du social. Je pense que ce à quoi moi j'invite le peuple, c'est plutôt la patience. Que maintenant on a vu que quelque chose de sérieux se fait. Et dans la continuité. Et on ne dévie pas. À chaque année, on progresse. Chaque année, on met plus de ressources à disposition du pays pour conduire les travaux. Donc nous devons espérer que progressivement, nous parviendrons au niveau que nous souhaitons là. Que tout le monde puisse commencer à sentir dans sa poche que ça va. Je pense que c'est du temps. Nous sommes venus de loin, nous avons quitté loin. Et progressivement, ça évolue. Moi, j'invite le peuple à la patience pour dire, comme nous avons vu que ça a commencé à des endroits. Petitement, nous y parviendrons. C'est la patience. Moi, j'invite toujours le peuple. Il est vrai, les gens ont dit, bon, nous allons patienter jusqu'à mourir. Nous allons nous serrer la ceinture jusqu'à mourir. Non, je pense que beaucoup déjà, il y a des gens qui sentent cela. De rien qu'à voir. Moi, j'ai dit une fois, je ne sais pas si c'est sur vos plateaux, que dans mon quartier, il y a des jeunes que j'ai vus, avec qui j'ai l'habitude de causer, qui me disent maintenant que non, on aura franchement maintenant, si c'est les petits boulots là, on en a parce qu'ils sont des maçons, des menuisiers, ils sont des électriciens. Et moi-même, je le vois dans leur quotidien. Je vois qu'ils changent. S'ils ne trouvaient pas de l'argent, ils sont en train donc de réaliser. Je vois ça. Ils me disent que si c'est les petits boulots là, on en a. Bon, peut-être ceux qui sont des intellectuels, ceux qui ont des diplômes et qui n'ont pas trouvé d'emploi, qui n'ont pas un emploi pratique, peuvent continuer de crier, parce que c'est pour cela que le chef de l'État, le gouvernement a choisi qu'on réoriente la formation vers beaucoup plus de pratique. Ceux qui sont les petits ouvriers, qui ont appris quelque chose, je pense qu'avec tous les grands chantiers qui sont en cours dans le pays, ils ne chôment pas, ils sont en train d'en trouver. Mais il reste la frange donc des chômeurs, des intellectuels qui ont des diplômes. Je pense que quand on va continuer l'amélioration du climat des affaires, quand les entreprises continueront d'être créées tel qu'on le fait là, progressivement, ce stock sera un peu consommé. Encore que pour le commun, pour le lot des travailleurs, je pense que vous allez arriver sur cette question-là. C'est annoncé que le gouvernement va enfin améliorer les salaires donc, des fonctionnaires. Tout ça là, c'est du social. Je pense que je m'arrête pour que... Justement, honorable, vous avez voté récemment à l'Assemblée nationale sur le budget qui est un budget à caractère social. Il y a dans la foulée le programme d'action du gouvernement du deuxième quinquennat du président de la République qui a été les grandes lignes qui ont été annoncées, notamment, vous l'évoquiez tantôt, la revalorisation donc des salaires pour les fonctionnaires et tout ça. Des annonces à prendre au sérieux. Vous avez réellement des espérances, vous, pour 2022, honorable Gérard Guenotti? Oui, vous savez que lorsque nous étudions le budget de l'État, la loi de finances de 2022, bien sûr, ce débat a occupé une bonne partie donc, de nos travaux. Quand les centrales syndicales nous les avions reçus à l'Assemblée, ils ont évoqué le problème du relèvement du SMIG et de la revalorisation donc, des salaires des enseignants. Ils ont posé ça sur la table, nous en avons débattu. Et ils nous disaient à l'époque que c'est le gouvernement qui ne veut pas. Nous avons rencontré le gouvernement qui nous dit non, c'est au niveau du patronat. Et quand nous avons rencontré le patronat nous dit c'est au niveau du gouvernement. Donc, finalement, nous nous sommes dit c'est où le problème. Mais quand finalement le gouvernement, qui est le chef de file, qui doit conduire les négociations, annonce que le SMIC sera relevé et que le salaire des enseignants, des travailleurs seront revalorisés, je pense qu'on doit prendre ça très au sérieux. D'autant plus que quand nous avions reçu la ministre de la fonction publique, elle nous a rassuré qu'au niveau du gouvernement, il n'y avait pas de problème et que le gouvernement était prêt, mais que c'était seulement au niveau du secteur privé, du patronat. Vous savez que quand on relève le niveau SMIG,
il y a le problème de l'alignement des salaires. Bien sûr. Qui va se faire automatiquement. Et le privé s'inquiétait. Donc, il y avait ce débat qui avait eu lieu entre le gouvernement et le secteur privé. Je pense que, comme l'a dit le gouvernement, que les discussions se feront pour arrêter les modalités de mise en œuvre de cette révalorisation. Mais la décision est déjà prise. Ce qui est à saluer, c'est que c'est déjà décidé qu'il y aura révalorisation. Le reste, c'est les discussions entre et le gouvernement et le patronat, le secteur privé, pour arriver à un compromis en ce qui concerne les conditions de mise en œuvre donc, de cette révalorisation. Ce n'est plus au conditionnel, ce sera fait. Honorable Gérard Benoîti, nous sommes au thème de cet entretien. Je vais vous demander de conclure. Bon, ce que je dis en conclusion, c'est de dire à tous ceux qui s'impatientent, dire que jusque-là, le programme d'action du gouvernement ne les impacte pas. Par exemple, les travaux de construction de routes, il y a des localités qui disent qu'on les a oubliés. Moi, je viens d'une localité, par exemple, le Koufo, qui dit que le Koufo est oublié. Et le chef de l'État, lors de sa tournée de reddition des comptes, a dit le Koufo aura un programme spécial. De mon second quinquennat, c'est pour le Koufo. Moi, je pense que il a dit aussi que vous avez vu au moins que ça a commencé et que des localités ont été impactées. Ça veut dire que c'est possible. Maintenant, on ne promet plus sans faire. Si on promet, vous savez maintenant, vous avez l'assurance que quand on promet, ce sera fait. Donc, que ces localités-là patientent pour savoir que ce qui est promis sera fait. Donc, on dit c'est le mort qui est sur le lit, le corps qui est sur le lit, ne sait pas que les gens sont en train de courir pour l'enterrer, mais il sera en train de se plaindre. Mais je dis, Patrice Talon n'est pas quelqu'un qui promet, qui ne fait pas. Il a promis et nous savons que les choses sont à la cuisine et bientôt vont sentir que les gens patientent. Il n'y a pas péril dans la demeure. Chaque région aura ce qui lui a été promis, ce qu'elle mérite pour que nous ayons un développement équilibré de notre Bénin. Le chef de l'État y veille.